Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens en partenariat avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Hervé Morin. Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Nouveau Centre, député de l'Eure et ancien ministre de la Défense. Pour vous interroger aujourd'hui, Laurent de Boissieu du quotidien La Croix. Bonjour. Clémence Houdaille de Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Mazenot pour RCF. Bonjour. Le Nouveau Centre fait désormais partie, Hervé Morin, de l'UDI. Et pour bien comprendre ce que signifie cet acronyme, nous avons fait faire une petite infographie. On va regarder à quoi correspond ce nouveau parti politique, puisqu'il s'agit d'un nouveau parti politique qui s'installe sur la scène politique française. Alors, dans ce parti, il y a le parti radical de Jean-Louis Bordeaux et d'André Rossineau. Il y a la force européenne démocrate de Jean-Christophe Lagarde. On retrouve la gauche moderne, ancien ministre de Jean-Marie Bockel, l'Alliance centriste de Jean Arthuis, le CNI qui est toujours là. Nous avons également le Territoire en mouvement et toujours dans ce nouveau parti, le Nouveau Centre, donc c'est vous, et on a mis le MoDem. En fait, il faudrait dire, et c'est tout l'enjeu, Les élus du MoDem. quelques élus du MoDem qui ont fait le chemin entre le MoDem. Alors, est-ce qu'ils ont fait complètement le chemin? D'ailleurs, on va en parler. Est-ce que c'est une double appartenance? On ne sait pas. En tout cas, ce nouveau parti, c'est une espèce de constellation, c'est magnifique. Le général de Gaulle aurait dit c'est la gare Saint-Lazare à 18h. Vous, j'ai lu que vous disiez le centre, c'est un peu un puzzle. Oui, en vérité, c'est une fédération. Les formations politiques existent en tant que telles, et en clair, nous sommes sur une construction qui représente peu ou prou, pour vos auditeurs les plus anciens, ce qu'a tenté de faire l'UDF et ce qu'avait réussi l'UDF, qui, je vous rappelle, était la première force politique française au début des années 90. Le constat, il est simple. Nous étions au bord de la disparition. De la disparition politique. Il existe un mouvement... il y a des Français qui se retrouvent dans notre courant de pensée de la droite modérée ou du centre, associé à un parti de droite, dans une alliance politique claire, très clairement humaniste, libéraux économiquement, profondément européens. Tous ces Français-là existent. Mais l'expression politique était sur le point de la disparition. Si on veut bien regarder les choses objectivement, nous étions un peu comme une voie lactée qu'on ne voit que les jours où il fait nuit noire. Donc il était pour nous absolument indispensable d'aller vers une recomposition, une reconstruction pour tenter à nouveau d'avoir cette expression politique. Très clairement, c'est un peu la dernière chance que cette UDI. Laurent de Boissieu, La Croix. Comme vous venez de le rappeler, l'UDI a pour but d'être une droite modérée alliée à l'UMP. Vous-même, vous présidez le Nouveau Centre. Le Nouveau Centre avait aussi pour but d'être une droite modérée alliée à l'UMP. Or, aux européennes, aux régionales et à la présidentielle, vous n'avez pas été capable de présenter des listes ou un candidat autonome, indépendant de l'UMP. Alors, pourquoi est-ce que l'UDI réussirait là où le Nouveau Centre a échoué? Parce que déjà, nous ne sommes plus dans la majorité. Et que le lien majoritaire et l'obligation de loyauté, de solidarité gouvernementale et majoritaire qui pèse très fort sur les formations politiques n'existe plus, puisque malheureusement nous sommes dans l'opposition pour 5 ans. Et la deuxième raison, c'est que nous étions divisés. Et qu'aujourd'hui, fort du constat que j'effectuais tout à l'heure, nous sommes, me semble-t-il, plus prêts psychologiquement à effacer, j'allais dire, à mettre les rancœurs à la rivière. On se connaît tellement bien que c'est ça qui rend les choses les plus compliquées. Vous voyez, on a tous connu les divisions, les reconstructions, les recompositions, les séparations, les divorces amiables ou non. Bref, tout ça nous amenant à un constat que j'effectuais, c'est qu'on est au bord de la disparition. Et donc, soit on décide de se reconstruire, soit on ne se reconstruit pas. Et dans ce cas-là, nous serons incapables, en effet, d'aller vers des municipales où nous pourrions avoir, dans un certain nombre de villes, une vraie capacité de pouvoir construire une nouvelle majorité. Je pense par exemple que Jean-Louis Borloo est très bien placé pour être le bon candidat à Paris pour battre les socialistes. Je pense qu'il y a certaines villes, je prends un deuxième exemple, à Rouen, Catherine Morin-Desailly est en mesure,
il n'a aucun lien de famille avec moi, je vous rassure, est en mesure de pouvoir gagner la ville de Rouen. Je pense qu'aux européennes, nous sommes en capacité de pouvoir, parce que le mode de scrutin nous y aide, parce que ça n'est pas un moment où les Français sont rattrapés par les forces du bipartisme. Je pense qu'au moment des européennes, nous sommes capables d'incarner ce mouvement politique qui veut faire de l'Europe une construction fédérale. Donc il y aura des listes UDI aux européennes, indépendantes de celles de l'UMP. Je pense que pour nous, on est très loin, c'est à 2 ans, hein, je pense que pour nous, la première grande échéance électorale, c'est celle-là. Des municipales dans un certain nombre de villes, mais enfin on connaît les enjeux locaux qui priment sur les enjeux nationaux, mais surtout les élections européennes où, à mon sens, nous avons là l'occasion pour la première fois de démontrer qu'il y a une force politique organisée capable de porter un message simple, c'est que la France n'y arrivera pas toute seule et qu'elle a besoin d'une construction européenne. Une question de Romain différente de celle qu'on fait aujourd'hui, bien entendu. Pour qu'on comprenne bien la différence entre le centre droit et la droite, une différence qui n'est pas toujours très, très visible, très compréhensible, est-ce que vous pouvez nous citer 2 ou 3 exemples de projets qui n'auraient pas pu voir le jour sans le nouveau centre sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy? Je peux vous donner au moins des choses qui ne se sont pas faites déjà. Rappelez-vous, quand j'étais au gouvernement, m'être ému des fichiers de Viges. Alors, vos auditeurs ont dû oublier, mais les fichiers de Viges, c'était l'idée de ficher, grosso modo, tous les responsables politiques, économiques, syndicaux, sociaux, associatifs, sur des critères qui me semblaient totalement inopportuns au regard du respect des libertés. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet et de faire en sorte que le gouvernement renonce. Nous avons été ceux qui avons défendu bien avant que Nicolas Sarkozy n'en fasse un de ses chevaux de bataille, ça a été la question de la règle d'or. Je vous rappelle qu'en 2008, nous essayons de l'imposer dans la révision constitutionnelle. Nicolas Sarkozy, à l'époque, y est opposé. Malheureusement, nous ne représentons pas une force politique suffisante pour l'imposer à la majorité. 3e exemple, la TVA sociale. S'il y a bien une formation politique qui défend la baisse du coût du travail par un constat simple, c'est que dans une économie ouverte, il faut favoriser la production. Et que pour favoriser la production, une partie des prélèvements obligatoires doivent peser sur la consommation. Pourquoi ils doivent peser sur la consommation? Parce que ça permet de faire financer une partie de notre protection sociale au moment où nous achetons des produits importés. En clair, on fait financer une partie de notre protection sociale à chaque fois qu'on achète des produits chinois. Et donc les Chinois nous paient une partie de notre protection sociale. Qui l'a défendu? François Bayrou, nous-mêmes, à chaque moment, à chaque projet de loi de finances. Et la vraie difficulté, c'est que nous étions dans un rapport de force qui ne nous permettait pas de nous faire entendre assez. C'est clair. Clémence Soudaille, Radio Notre-Dame. Au-delà des quelques élus du MoDem qui ont rejoint l'UDI, est-ce que vous pensez que ce soit possible que le MoDem dans son ensemble et François Bayrou vous rejoignent? Nous sommes, nous aussi, attachés à notre indépendance. Et donc je refuse le procès en indépendance ou en dépendance qu'on veut nous inscrire ou que François Bayrou veut nous faire porter. Nous sommes une formation politique indépendante, comme le nouveau centre reste une formation politique indépendante au sein de l'UDI. En clair, nous sommes dans un système d'alliance au sein de la nébuleuse centriste et nous sommes aussi dans une alliance avec nos camarades de l'UMP. Avec des nouveaux statuts avec des nouveaux statuts, des règles de fonctionnement, un congrès, un président élu, etc. etc. Bon, un parlement. Bon. Nous sommes en quelque sorte dans la même configuration que le Parti socialiste l'est avec ses alliés que sont les Verts ou le Front de gauche. Personne ne fait le procès de dépendance des Verts ou du Front de gauche. Et pourtant, ils sont alliés au Parti socialiste. Eh bien, nous sommes dans la même démarche. La seule différence que nous avons avec le MoDem et avec François Bayrou, c'est que François Bayrou dit l'indépendance, c'est l'isolement. Ni droite ni gauche. Ni droite ni gauche, oui, mais ce qui fait qu'on n'est nulle part. C'est une espèce de triangle des Bermudes dans lequel François Bayrou a plongé la famille centriste. En vérité, l'indépendance vous permet au contraire d'avoir des alliances. C'est parce que vous êtes indépendant que vous êtes capable de passer un contrat. C'est un contrat, c'est un accord entre 2 parties qui décident d'échanger leur consentement. Eh bien, nous sommes exactement dans cette configuration. Et nous disons que la démocratie impose cet exercice simple, c'est de dire à ses électeurs avec qui vous allez gouverner. Et non pas de dire, je vous dirai après le premier tour d'une élection. Et donc moi, je dis très clairement, mon socle de valeurs,
et alors plus encore quand je vois la politique menée depuis 4 mois, mon socle de valeurs et mon projet politique m'amènent à avoir un accord avec un parti de droite. Laurent de Boissieu pour la Croix. On voit bien la différence de définition du mot indépendance pour vous et pour François Bayrou. Pour vous, indépendance, c'est indépendant de l'UMP au sein de la droite. Pour François Bayrou, c'est indépendant de la droite et de la gauche. Il y a une question très concrète qui a été proposée par François Bayrou, c'est de faire des primaires au centre. Vous êtes plutôt sur l'idée de faire des primaires au sein de la droite avec l'UMP. Bayrou vous dit chiche, si vous êtes au centre, venez faire des primaires au centre avec moi. Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, très franchement, c'est dans 4 ans et demi. La présidentielle de D'accord, 2017. ok. On verra comment les choses se passent. J'en profite pour faire une petite incidente. Je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas tout à fait mesurées dans notre construction politique. C'est la novation politique considérable que représente, 1, le quinquennat, et 2, les primaires. Les forces qui poussent au bipartisme n'ont jamais été aussi puissantes. Et vous aurez constaté que les élections législatives ont perdu toute autonomie politique. Les gens ne recherchent pas le pluralisme au moment des élections législatives. En clair, ils décident de donner une majorité au président. Et pas même une majorité. Ils décident de donner une majorité au parti du président. Et c'est valable à droite comme à gauche. Pourquoi ne pas Attendez, laissez-moi finir. Attendez, laissez-moi finir. Vous aurez observé qu'en 2007, François Bayrou l'a constaté, et nous l'avons constaté, c'est que tout en ayant fait un beau score au premier tour des élections présidentielles, il s'est effondré au moment des élections législatives. Et en 2012, les Verts et le Front de gauche n'ont pas gagné une primaire face au Parti socialiste, et nous n'avons pas gagné une seule primaire face à l'UMP. Mieux encore, 2 candidats à l'élection présidentielle ayant fait un gros score, non pas pour l'un passer le premier tour, c'est Jean-Luc Mélenchon, et le second tour, François Bayrou. Et donc je dis que dans la construction politique à venir, nous devons aussi nous interroger sur ce que représente ce quinquennat et cette inversion du calendrier. J'ajoute que la demande de pluralisme des Français, qui existe, elle s'exprime à un autre moment, c'est au moment des primaires. Donc il y a 2 moments de pluralisme, les primaires, puis le premier tour de l'élection présidentielle, et après c'est fini. Et donc je dis, si notre construction politique, notre tentative que représente l'UDI ne fonctionne pas, moi, je dis très clairement, il nous faudra nous interroger sur un autre canevas politique qui peut être, pour moi, assez proche de ce qui peut exister en Allemagne avec la CDU-CSU, c'est-à-dire un système dans lequel il y a une alliance de partis qui, clairement, cherchent à construire une majorité en étant plus associés que nous. En même temps, Hervé Morin, on se souvient très bien qu'en 2002, quand Jacques Chirac décide de la création de l'UMP, c'est bien pour faire disparaître l'UDF et pour ne pas avoir de rival au moment de l'élection présidentielle. Un parti politique où une sensibilité politique ne peut exister que quand elle a un candidat à l'élection présidentielle. J'entends bien. C'est comme ça depuis 62 maintenant. Donc je ne comprends pas très bien. Pour que le centre existe véritablement sur la scène politique, il faut qu'il ait un candidat à l'élection présidentielle. Vous pouvez exister de 2 façons. La première en étant candidat au premier tour. Je me permets quand même de vous signaler que, tout en étant candidat au premier tour, Jean-Luc Mélenchon et François Bayrou disparaissent au soir du premier tour. Mais ils disparaissent. Quelle est l'influence politique de Jean-Luc Mélenchon dans la construction de la majorité et du projet politique porté par François Hollande? Excusez-moi, à part les 75%, la bêtise du taux d'imposition à 75% pour faire plaisir à l'aile gauche, il n'y a rien d'autre. Et je me permets de vous signaler que si François Bayrou avait eu une influence quelconque, au moins le Parti socialiste lui aurait accordé la circonscription de Pau. Donc, je veux qu'on mesure ça. Et j'ajoute que le Parti socialiste, j'ai été le premier à dire que les primaires, nous finirions par les adopter tous. Vous pouvez en être témoin. Quand à droite et à l'UMP, on disait les primaires, machin, etc., je disais, c'est un exercice de modernité que nous adopterons tous. Regardez bien ce qui s'est passé au moment des primaires. Les gens lisaient souvent la politique comme une histoire d'ambition personnelle. Ça l'est aussi, mais d'ailleurs c'est légitime, mais ça n'a rien de choquant que d'avoir une ambition. Mais en même temps, ils ont découvert qu'entre Manuel Valls et Arnaud Montebourg, il n'y avait pas le même projet. Il y avait des nuances. Et donc je dis, est-ce que Manuel Valls, pour aller pousser jusqu'au bout, est-ce que Manuel Valls aurait eu plus d'influence en étant candidat à l'élection présidentielle ou en étant candidat aux primaires et en portant un projet politique qui l'amène aujourd'hui
à avoir un vrai poids spécifique au sein du gouvernement. C'est des questions qui méritent d'être posées. Romain Mazno pour le RCF. Vous avez dit dans une interview que vous appréciez la modernité de Jean-François Copé. Est-ce que vous estimez qu'une victoire de Jean-François Copé dans la bataille à la présidence de l'UMP laisserait plus d'espace au centre? Non. Non, Pas par plus. rapport à une victoire de François Fillon, Non. que certains considèrent comme plus centriste. Je ne pense pas. D'une part, je n'ai jamais. Pardon, mais Il n'est pas je plus- vous interroge, et vous allez peut-être m'apporter une réponse, ou Alors, Jean-Michel je pose des Blier, qui a un questions, peu plus d'expérience que nous tous. C'est gentil. Je voudrais que vous me citiez un acte politique de François Fillon qui le démontre plus Non, centriste. certains disent qu'il est plus. Je- Voilà, non, moi je vous pose la question. pose les C'est questions. son moi, je pose la origine, c'est question. guiniste, etc. Oui, Bon. d'accord. Bon, enfin, s'il était plus centriste, s'il était séguiniste, à une époque, c'est donc qu'il n'a pas toujours été très européen. S'il y a bien une marque de fabrique des centristes, c'est qu'il pense que l'intégration politique de l'Europe est une nécessité absolue dans le monde nouveau dans lequel nous sommes. Bon. Mais pourquoi je dis que... Et donc je ne crois absolument pas à cette idée qu'en fonction de la sensibilité présupposée de l'un, ça ouvre un peu plus d'espace. Tout ça n'existe pas, c'est pas vrai. Je pense qu'au contraire, si vous voulez même mon point de vue, je pense que Jean-François Copé, ayant clairement annoncé la construction de courants organisés au sein de l'UMP, ça ne favorisera pas forcément pour nous cette ouverture de l'espace. Voilà, nous sommes vraiment dans la petite boutique politique, mais vous m'obligez à y rentrer. D'autant qu'il y a des hommes comme Jean-Pierre Raffarin ou Hervé Oui, Mariton, que voilà. nous recevions ici il y a quelques semaines, qui restent à l'UMP et qui Bien sûr. espèrent pouvoir créer une sensibilité, je dirais, libérale, centriste à l'intérieur de l'UMP. Ça fait 10 ans qu'ils tentent et 10 ans qu'ils échouent. Mais au moins, il y a... c'est pour ça que je dis que l'idée Copé-Fillon, il y en a un qui ouvre plus, à mon avis, ça ne se pose pas comme Une ça. dernière question sur ce sujet de Clément Soudaille pour Radio Notre-Dame. Alors, une question d'actualité. Plutôt, à la fin du mois, sera présenté au Conseil des ministres le projet de loi sur le mariage homosexuel et l'adoption. En janvier dernier, dans Nice Matin, vous disiez non au mariage homosexuel, oui à l'homoparentalité. Alors là, on voit bien que ce qui se profile, c'est une réforme du Code civil pour inscrire cette homoparentalité dans le Code civil suite au mariage. Comment est-ce que vous regardez ça, Écoutez, ces moi, je n'ai changements pas changé d'avis. On peut changer d'avis. Hein. Il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Je n'ai pas changé d'avis. Je suis opposé au mariage. Et pourquoi? Pour une raison extrêmement simple. C'est que même si le mariage est républicain, il conserve, pour nombre de nos compatriotes, ça reste quelque chose de sacré. Et ce n'est pas simplement propre à la religion catholique. Toutes les religions. Et donc je pense que créer une telle fracture dans la société française, c'est absolument malvenu. Je pense que... Je vais vous dire une chose. Je vais même vous faire un aveu. Je pensais il y a quelques mois que finalement, comme le Pax, ça passerait plutôt bien. Je suis intimement aujourd'hui convaincu du contraire. Le Parti socialiste ne se rend pas compte du schisme qu'il va créer sur cette question. Je constate à quel point, pour nombre de maires, l'idée de marier un couple homosexuel les heurte et que ça va poser des vrais soucis. Et je constate que, pour nombre de nos compatriotes, c'est vécu comme une réelle agression à leur foi, à leur croyance, à ce que représente pour eux le mariage. Et donc je dis très clairement non à cette question. Clémence ? Et j'ajoute sur l'homoparentalité, parce que souvent on me dit mais c'est contradictoire. Je dis que nous vivons aujourd'hui dans un système de faux cul. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous êtes célibataire, mais si vous êtes célibataire, que vous demandez un agrément, vous pouvez l'obtenir. Et donc que se passe-t-il aujourd'hui quand vous êtes homosexuel? Vous cachez votre compagnon ou votre compagne dans le placard, vous obtenez l'agrément des services sociaux et ensuite vous adoptez. Et donc je dis au nom de la protection de l'enfant qui va être élevé par 2 parents, je veux que cet enfant puisse bénéficier de la même protection que mes enfants, parce que s'il arrive quelque chose à celui qui est adopté, je pense que cet enfant doit au moins pouvoir bénéficier de l'autorité parentale de l'autre. Et donc je dis au nom du droit de l'enfant, compte tenu de ce qui se passe dans la société française aujourd'hui,
j'y suis favorable. Et alors, que faites-vous des avis des pédopsychiatres, par exemple, qu'on a entendu cette semaine, qui disent que ça va créer des lourds bouleversements pour les enfants? Écoutez, j'ai lu ça et je peux vous citer 10 études aussi d'autres pédopsychiatres qui disent exactement l'inverse. Donc voilà, moi j'ai évoqué cette question, je me souviens que ma collègue socialiste espagnole, puisque vous savez qu'en Espagne l'homoparentalité est autorisée, et toutes les études qui ont été menées semble démontrer qu'il n'y a pas de bouleversement particulier. Voilà. Laurent Boissieu, Que ça soit, qu'il y ait un risque de fragilité supplémentaire, soyons clairs, le nier. Mais vous savez, dans les couples hétérosexuels, il y avait aussi parfois des fragilités liées à la construction de la famille. Hein. Laurent Boissieu pour l'exemple de la Clément Belgique. Soudaille, alors. L'exemple de la Belgique où l'homoparentalité est acceptée depuis plusieurs années, mais où des pays ont fermé l'adoption aux couples venant de la Belgique, justement pour cette raison. Donc il y a moins d'enfants. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, si vous êtes opposé à l'homoparentalité, il faut en tirer des conséquences législatives et interdire l'adoption par des célibataires. Pourquoi pas? Bah oui, mais sauf que j'ai jamais entendu un mouvement catholique, quel qu'il soit, être favorable à cette idée-là. Et deuxièmement, nous sommes dans un monde dans lequel, aujourd'hui, les homosexuels adoptent. Indirectement. Et donc, je dis, cet enfant qui va être élevé par 2 parents, il a le droit à une protection absolue s'il arrive un malheur à celui qui a adopté. Donc, voilà, c'est un pragmatisme peut-être, voilà, qui est loin des principes qui sont les vôtres. Mais moi, je préfère un enfant protégé, bénéficiant de l'amour de 2 personnes et pour lesquelles les 2 personnes auront les mêmes droits, que de me retrouver avec un enfant qui du jour au lendemain peut se retrouver en grande difficulté parce que celui qui a l'autorité parentale disparaît. Une question de Laurent Boissieu de la Croix. Comme vous le savez bien, un maire est à la fois officier d'état civil et élu municipal, élu local. Est-ce que vous comprenez les maires qui disent si le mariage homosexuel passe, en tant que maire, je ne célébrerai pas de mariage homosexuel? Est-ce que c'est une objection de conscience que vous comprenez, ou est-ce que vous considérez que ces maires-là se mettent en dehors du droit républicain? Je suis maire, comme vous le dites. Je ne peux pas me dire que je suis en dehors de la loi. Voilà. Et dans ce cas-là, le maire, il a une solution très simple. Il confie ça à un adjoint. Voilà. Et vous allez voir, c'est ce qui va se passer. Parce que moi, je sais, pour en avoir discuté avec beaucoup de maires, moi, je suis élu d'une région de modération. Voilà. Les gens ne sont pas des excités. Je vois le choc que représente cette idée-là pour la grande majorité des maires de ma Normandie. Et donc, je crois que le PS en vérité, le Parti socialiste sur cette affaire joue les apprentis sorciers. Ils sont en échec complet sur les sujets économiques et sociaux. Et donc, décident d'aller sur le champ sociétal pour démontrer que le changement existe vraiment. Oui, sauf que, vous le rappeliez tout à l'heure, l'Espagne, par exemple, ou le Portugal, a mis dans sa législation le mariage entre homosexuels. Je vous dis, si vous respectez celles et ceux pour qui le mariage, c'est quelque chose de sacré, vous ne faites pas ça. Et le mariage, c'est quelque chose de sacré pour beaucoup de nos compatriotes. Une question de Romain Masneau pour RCF. Peut-être un mot sur le drame d'Échirolles qui a bouleversé la France entière. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a décidé de créer une zone de sécurité prioritaire pour Échirolles et le quartier de la Villeneuve. Est-ce que le gouvernement est à la hauteur de la situation face aux violences urbaines? Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, vous voyez, au moins il y a un membre du gouvernement qui réussit plutôt bien. C'est lui. Un satisfecit pour Manuel Valls. Je vous le dis. J'ai été heureux, par exemple, il y a 8 jours, de l'entendre dire ce que j'avais déclaré 15 jours avant, c'est-à-dire que les manifestants salafistes qui ont été au pied de l'ambassade des États-Unis et qui, s'ils sont étrangers, eh bien pour moi, la réponse, elle doit être claire. C'est la porte. Et ils iront voir dans leur pays s'ils peuvent manifester comme ça. Et j'ai vu que Manuel Valls, la semaine dernière, déclarait exactement la même chose. Et je pense que, sur un certain nombre de sujets, il prend les choses par le bon bout.
Et je trouve que son message est un message qui, globalement, moi, me convient quand il évoque les questions de sécurité. Vous voyez, on a fait preuve de beaucoup trop de laxisme, où on a manqué de courage, bien des fois. Et il faut que la République, elle soit intransigeante. Mais et elle doit être intransigeante sur un certain nombre de sujets et de principes. Est-ce que c'est une question de sécurité ou une question d'éducation? C'est l'un et l'autre. Vous voyez, j'ai le souvenir encore d'avoir été, pour prendre un exemple concret, quand j'ai engagé ma campagne présidentielle, je suis allé dans le quartier nord de Marseille. Et je suis allé à la rencontre d'une association, parce qu'il faut que les gens voient un peu comment les choses se passent concrètement. Et j'avais un militant qui était Nouveau Centre, qui était avocat de ce quartier nord de Marseille. Et il me dit, est-ce que tu souhaiterais pouvoir rencontrer cette association de femmes qui, vous rendez-vous compte, faisait de l'échange alimentaire pour pouvoir se faire une cagnotte, pour faire quoi? Pour qu'une fois par mois, elles puissent emmener leurs enfants dans un musée ou dans un théâtre pour faire découvrir à leurs enfants, nés dans nos hôpitaux, ayant été dans nos écoles, ayant bien entendu la nationalité française, ce que représentait la culture française et l'appartenance à la communauté nationale. Vous vous rendez compte? Des enfants nés chez nous, dans nos hôpitaux, ayant été dans nos écoles. Bien. Dans ce quartier, dont j'ai oublié le nom, d'abord pour y rentrer, il a fallu passer des coups de fil, non pas à la police, mais aux quelques caïds du quartier pour leur demander si on avait l'autorisation d'y venir. La police n'y rentrant plus que de temps à autre pour mener des grandes opérations spectaculaires. Quartier dans lequel la République a totalement disparu. Une école qui a démissionné, un bureau de poste se situant à 30 minutes, le commissariat, l'antenne du commissariat n'existant plus, et des immeubles dans un état de délabrement absolument lamentable. Bref, grosso modo, la République a disparu. Et donc, bien entendu, ça veut dire qu'il faut que l'école reprenne sa place, il faut que les services publics reprennent leur place. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une réponse pénale qui soit une réponse pénale à la hauteur. Parce que quand vous allez dans les banlieues, 95% des familles ne supportent pas l'idée d'être transformées en bouc émissaire de toutes les violences parce qu'il y a 10, 20 ou 50 caïds ou petits caïds qui font la loi. Et donc, elles sont les premières à demander à ce que la loi s'applique avec intransigeance. Ce qui veut dire quoi, par exemple? Cela veut dire une réponse pénale immédiate. Quand un jeune est réitérant, alors le réitérant, c'est celui qui... non mais je l'explique, c'est celui qui n'a pas été condamné, mais qui a déjà commis un certain nombre d'infractions ou de délits. Quand le réitérant est à sa 8e ou à sa 10e infraction, qui n'a toujours pas été jugé, ça ne peut pas marcher sur un jeune de 16 ans. Il faut qu'il y ait une réponse pénale immédiate avec un panel de solutions qui permettent d'y répondre. Donc on a besoin d'une République qui réaffirme avec force qu'il y a des choses absolument intolérables, que ce soit sur des manifestations d'islamistes ou que ce soit dans nos quartiers. C'est aussi simple Vous que ça. diriez, comme Jean-François Copé, qu'il y a un racisme anti-blanc dans les banlieues? Bon, écoutez, qui peut nier ça? Qui peut nier ça? Il existe malheureusement un racisme latent dans notre pays concernant nos compatriotes ou les hommes et les femmes de couleur qui vivent dans le pays, avec aussi, bien entendu, un vrai problème d'intégration. Quand on sait que quand vous déposez un CV et que vous avez un nom de consonance maghrébine, vous avez 3 fois moins de chances d'avoir votre premier entretien d'embauche. Tout ça est vrai, en tant que centriste, mais ça ne va pas me choquer d'entendre Jean-François Copé dire ça quand je sais que c'est quelque chose qu'on m'a souvent relayé et dit quand je suis allé dans les quartiers. Fin de cette première partie de l'émission Face aux chrétiens. Nous marquons une courte pause. Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau rendez-vous de Face aux chrétiens en partenariat avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Hervé Morin, président du Nouveau Centre. Pour vous interroger, Laurent de Boissieu de La Croix, Clément Soudaille de Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Le débat de ratification du traité budgétaire européen a commencé mardi à l'Assemblée. On a vu Jean-Louis Borloo à la tribune. Vous avez apprécié son sketch à la tribune? Bah écoutez, c'est tellement vrai.
tellement Qu'est-ce qui est vrai? Écoutez, Il n'y a Hollande... pas eu de renégociation, c'est ça que vous voulez il n'y a eu dire? absolument aucune renégociation. Il n'y a pas eu... Tout ça est du maquillage absolu. Quand François Hollande savait très bien que personne n'accepterait l'idée de la moindre renégociation au lendemain de l'élection présidentielle. Les pays étaient déjà eux-mêmes engagés dans des processus de ratification. Cet équilibre extrêmement instable a besoin de tout, sauf qu'on redonne de l'instabilité au système. Et donc personne ne pensait un seul instant qu'un pays européen allait dire « Cher François Hollande, vous arrivez, vous êtes élu, bienvenue, dites-nous ce qu'il faut changer ». Tout ça c'était prendre les Français pour des abrutis. Et puis deuxièmement, alors on lui a fait plaisir, on lui a maquillé un plan de relance qui avait d'ailleurs déjà été fixé et dans lequel on a mis toute une série de crédits européens existants pour dire à François Hollande, vous avez obtenu un plan de relance qu'il n'a absolument pas obtenu. Donc tout ça, c'est de la farce. Une question de Clément Soudaille, Radio Notre-Dame. Est-ce que ce traité budgétaire européen est pour vous une réponse à la crise de la zone euro? C'est une réponse nécessaire mais pas suffisante. C'est aussi simple que ça. On a besoin de changer l'Europe profondément. Et changer l'Europe profondément, c'est aller vers une intégration budgétaire, fiscale, sociale, sur des politiques industrielles européennes, sur des politiques de recherche européennes. Créer un véritable ensemble économique, parce que sinon le système est tellement divergent qu'il finira par éclater. Parce qu'entre les pays du nord de l'Europe, dont la compétitivité s'est améliorée par des transformations importantes au début des années 2000, et les pays du sud de l'Europe, qui ont continué à bâtir leur croissance sur un modèle qui a vécu, forcément, un jour ou l'autre, le système diverge tellement qu'il finit par s'effondrer. Et donc, si nous ne transformons pas en profondeur les institutions européennes, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez un budget européen digne de ce nom pour mener des politiques. Vous avez bien entendu des politiques fiscales intégrées, notamment dès lors que cela concerne les échanges. On ne peut pas avoir des taux d'impôt sur les sociétés, etc., radicalement différents. Ça veut dire qu'on a un socle social minimum. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous savez comment on fait dans un certain nombre d'entreprises? Dans ma Normandie, c'est qu'on signe, on gagne des marchés, et on va sous-traiter avec des pays appartenant à l'Union européenne dans des conditions sociales radicalement différentes, et on fait la marge uniquement là-dessus. Ça ne peut pas continuer comme ça. Du dumping social, Ça, du ça dumping fiscal. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, on a besoin d'avoir des politiques industrielles capables de faire naître des grands champions européens et de ne pas considérer que la concurrence libre et non foncée nous impose à nous séparer de grands groupes, ou à diviser des grands groupes parce qu'ils seraient en situation monopolistique ou oligopolistique. Donc, on a besoin de cette Europe-là. Ça impose une chose, c'est qu'on mette de la démocratie. Et donc, ça impose qu'on crée les mécanismes permettant aux Européens de se dire que la politique européenne changera en fonction de la majorité des citoyens européens. Une question de Laurent de Boissieu, Lacroix. Et moi, j'ai une proposition pour aller jusqu'au bout. Il doit y avoir une élection au Parlement européen, le même jour dans tous les pays européens, sur des listes communes. Pourquoi? Parce qu'on doit sortir du vote en se disant on va dégager une majorité, comme lorsqu'on élit des députés à l'Assemblée nationale. Et que si la droite gagne, ou les libéraux gagnent, ou les Verts gagnent, eh bien, la politique sera différente en Europe. Donc, Laurent de Boissieu. Vous parlez comme solution aujourd'hui pour la sortie de crise européenne, un fédéralisme budgétaire et un fédéralisme fiscal, si je résume un peu ce que vous avez proposé. Un fédéralisme économique. Un fédéralisme économique. Disons ça comme ça. Si cela ne se fait pas, est-ce que vous pensez que la zone euro, telle qu'elle est viable? Grand danger, c'est-à-dire elle risque d'éclater, l'euro risque de s'effondrer. Oui, c'est ce que je disais à votre concert. C'est un risque que vous voyez à quelle échéance? À moyen terme? On a eu quelques mesures qui ont été à la hauteur ces dernières semaines, notamment les décisions de la Banque Centrale Européenne sur le financement de la dette. Bon. Qui a accepté de racheter. Voilà. Bon. Ça a beaucoup compté, plus à mon sens que le traité lui-même. Mais il n'empêche, sur le long terme, il y a cette question simple, est-ce que on crée les conditions d'une performance économique radicalement harmonieuse au sein de l'Union européenne, avec les instruments politiques, de politique économique pour le faire,
soit on reste tel qu'on est aujourd'hui et le système collapsera. Collapsera dans 1 an, dans 2 ans? Si je pouvais vous le dire. Non, c'est pour avoir une idée de l'urgence de vos propositions par rapport je à la pense situation. je pense que François Hollande a raté un moment historique. Je le lui ai dit quand je l'ai vu au mois de juillet. Je lui ai dit, mais, Monsieur le Président, vous aviez une chance incroyable. L'ensemble de la classe politique allemande, droite et gauche, invite à la construction fédérale. Vous aviez la chance de vous inscrire dans l'histoire, la grande histoire, et de faire un pas de géant à la vieille Europe, vers le monde nouveau. Et sa réponse était de me dire, mais est-ce que vous croyez qu'on est capable de pouvoir passer ça par référendum? J'ai dit, mais attendez, il y a des parlements, il y a une Assemblée nationale, un Sénat, on n'est pas obligé de passer par le référendum pour ce genre de choses. Une question de Romain Masneau, RCF. L'Élysée réfléchit à une baisse massive des cotisations patronales de 40 milliards d'euros, dit-on, sur 5 ans, qui serait ciblée sur les salaires moyens. Est-ce que la piste d'un basculement sur la CSG, d'augmentation de la CSG à vos faveurs, ou est-ce que vous souhaitez un retour à la TVA sociale? Le retour à la TVA sociale, bien sûr. Il faut avoir ce que j'ai essayé d'expliquer rapidement tout à l'heure, si on veut bien s'arrêter 2 minutes. Nous sommes dans un monde d'échange, dans un monde ouvert. Pas simplement ouvert aux Chinois, aux Indiens, nous sommes dans un monde ouvert au sein de l'Union européenne. Nous sommes sur un constat simple, la France est en grande difficulté. Il suffit de voir la balance commerciale avec l'ensemble des pays de l'Union européenne, nous sommes déficitaires avec à peu près tout le monde. Nous avons perdu en compétitivité de façon considérable. Pourquoi ? Parce que nous avons continué à bâtir notre modèle de croissance sur une équation keynésienne simple, la croissance tirée par la consommation, une consommation financée à crédit. C'est ça le modèle français. Pendant que, dans le même temps, les pays du nord de l'Europe ont considéré que le monde étant ouvert, ils allaient bâtir leur croissance sur une production performante capable de tirer la croissance. C'est ce qu'on appelle la politique de la demande et la politique de l'offre. Moi, je veux défendre, et je défendrai toute une série d'amendements, si on a le temps, durant la loi de finances, pour bâtir cette politique de l'offre. Et je dis, parmi les éléments qui doivent être sur la table de cette réduction du coût du travail, puisqu'en clair, si on veut bien résumer les choses, on a à peu près un coût du travail comparable aux Allemands jusqu'à 1,5 SMIC, là où il y a des exonérations, et après on a un coût du travail qui explose par rapport à l'Allemagne. Bon. Et donc je dis, dans ce monde ouvert, il faut frapper la consommation, l'acte de consommation, et non pas l'acte de production. Et donc je dis, il faut de la TVA sociale. Mais honnêtement, sur ce sujet, Nicolas Sarkozy a une responsabilité. Attendez, il a une responsabilité. Pourquoi ? Parce que pendant 3 ans ou 4 ans, on lui dit, il faut faire de la TVA sociale. Il ne veut pas en faire. Et puis arrive la campagne électorale, il faut se démarquer, il fait de la TVA sociale. Et comme bien entendu on est en pleine campagne électorale, les socialistes sont obligés de dire « je suis contre la TVA sociale ». Ils veulent faire de la CSG. Et donc, comme ils ne peuvent pas faire de TVA sociale parce qu'ils ont dit qu'ils étaient contre, maintenant ils disent on fait de la CSG qui est de la mauvaise TVA sociale, en quelque sorte. C'est moins pire que les cotisations sociales pesant sur le travail, mais ça n'est tout de même pas un moyen de frapper la consommation, notamment les produits importés. Et donc, voilà pourquoi on en est là. Et donc je dis au gouvernement, il est temps, là aussi, d'oublier les promesses de la campagne, parce que grosso modo François Hollande a à peu près piétiné tout ce qu'il a raconté pendant la campagne, donc il peut au moins aussi faire cet effort. Alors Hervé Morin, je vous propose de faire notre deuxième pause et on se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens avec notre invité aujourd'hui qui est Hervé Morin, le président du Nouveau Centre. Pour vous interroger, Hervé Morin, Laurent de Boissieu du quotidien La Croix, Clémence Houdaille de Radio Notre-Dame et Romain Masneau qui vous pose la première question de cette troisième partie. Est-ce que ça s'arc-bouter sur l'objectif des 3% l'an prochain? Est-ce que ce n'est pas suicidaire vu le contexte quasi récessionniste? Certains économistes tablent sur un taux de croissance de 0,3% l'an prochain. Est-ce que c'est tenable?
On n'y sera probablement pas dans la mesure où les hypothèses de croissance sur lesquelles sont bâtis le budget sont des hypothèses de croissance que personne n'estime réalistes. Alors c'est 0,8. 0,8. 0,8, Les économistes disent ça sera autour de 0. 0,3. Bon. 0,3. Moi, je vous dis que ça pessimistes. sera pire que ça. Pourquoi? Parce que la folie fiscale s'est emparée de ce gouvernement. Et que on est en train d'assommer l'appareil productif français. On est en train de le mettre KO. Je vais prendre des exemples simples, concrets. Le régime des plus-values, 62%. C'est-à-dire que vous interdisez grosso modo d'imposition. C'est-à-dire qu'il y a un chef d'entreprise ou un jeune créateur qui a monté son entreprise, qui s'est versé de tout petits salaires en se disant grosso modo, je me rémunérerai le moment où mon entreprise sera développée et que je pourrai la vendre à telle ou telle entreprise de taille intermédiaire, etc., vous renoncez à tout ça. C'est-à-dire que toute Pierre Moscovici, ce matin sur France Inter, a dit qu'il allait... ça veut dire à quel point c'est préparé. Il allait revenir sur cette disposition. Ce qui veut dire que toute réorganisation de l'économie se trouve immédiatement freinée. Deuxième exemple, taxation des dividendes à 62%. Alors ça fait plaisir aux Français quand on leur dit ça. Est-ce que vous croyez que vous allez investir dans une entreprise? Qu'est-ce qui manque aux entreprises françaises? Des fonds propres, des capacités d'investissement. Nous avons un retard d'investissement considérable. Si, quand on parle de retard de compétitivité de l'économie française, on dit quoi? On dit, 1, des charges trop lourdes sur les salaires, 2, pas assez d'innovation. Je pense que la précédente majorité a fait beaucoup et que ça portera ses fruits avec le crédit à impôt recherche, le fonds stratégique d'investissement, etc. Et 3, on dit manque d'investissement dans le secteur productif depuis des années. Croyez-vous un seul instant que le choc fiscal, le matraquage fiscal qui est annoncé va conduire à améliorer les capacités d'investissement de l'entreprise France? J'ajoute, prenons un exemple concret. Les socialistes viennent de décider de la mort de l'industrie financière française. Expliquez-nous. Il n'y aura plus une salle de marché en France. Vous verrez. Est-ce que vous croyez qu'avec de tels régimes fiscaux, plus le matraquage fiscal sur l'impôt sur le revenu, est-ce que vous croyez que des établissements bancaires et financiers vont maintenir une place sérieuse et solide à Paris quand on connaît le niveau de rémunération de ceux qui y bossent? Eh bien, je vous dis très clairement, je peux d'ores et déjà vous annoncer la mort de l'industrie financière française. Question de et Laurent d'ailleurs, Boissieu. vous avez d'ores et déjà un certain nombre de grands groupes, compagnies d'assurance, secteur bancaire, qui sont en train de délocaliser, non pas en Chine, mais à nos frontières, un certain nombre de services qui n'ont plus aucune chance d'être compétitifs dans l'environnement dans lequel ils sont. Donc la question de Laurent de Boissieu. Pardon. La Croix. Sur l'impôt sur le revenu, justement, un certain nombre de vos amis et vous-même, vous étiez battus contre le bouclier fiscal et pour une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu. Est-ce que pas 75%, je vous remercie. la tranche n'est pas 75%, c'est 40%. Non, mais j'ai jamais défendu cette idée-là. Mais est-ce que vous êtes en tout cas satisfait de la politique fiscale sur le plan pour les particuliers en ce qui concerne la nouvelle tranche d'impôt sur le revenu? C'est ce que vous demandiez. Qu'il y ait une tranche complémentaire d'impôt sur le revenu, que ceux qui gagnent le plus fassent un effort supplémentaire, mais pas... C'est ce que fait le gouvernement. D'accord, mais là, sauf que c'est tous azimuts. C'est tous sujets confondus. Là, c'est pas simplement l'impôt sur le revenu. C'est l'impôt sur le revenu, les niches fiscales, les dividendes, les plus-values, la taxe à 75% pour les autres, la taxe sur les salaires, etc. Enfin, le forfait social sur l'intéressement et la participation qui fait un bond qui passe à 20%. Vous vous rendez bien compte? Moi, j'ai envie de porter, vous voyez, au titre du nouveau centre dans l'UDI, j'ai envie de dire aux Français, nous avons besoin d'énergie, d'innovation, d'entrepreneurs, de créateurs de richesse, que la solidarité n'existe que si vous êtes en mesure de créer de la richesse, et que moi, ça ne me choque pas qu'il y ait des riches. Ce qui me choque, c'est qu'il y ait des pauvres. Je veux dire, c'est pas en réduisant le revenu des plus riches que vous allez rendre plus riches les plus pauvres. Tout ça, c'est des conneries. Et donc, je dis, on a besoin, au contraire, que celles et ceux qui ont de l'énergie, de l'innovation, de la création de richesse, eh bien que ces gens-là soient en mesure de pouvoir le faire en France.
Alors nous en venons maintenant, cette fin d'émission, à notre chiffre de la semaine. Si on peut le voir à l'antenne et pour la radio, je vais vous dire que le chiffre de la semaine, c'est 7234. Alors 7234, c'est le nombre de postes que le ministère de la Défense va perdre l'année prochaine dans le nouveau budget. C'est 60% de l'effort qui est demandé à l'administration. Ce n'est pas une surprise, c'était prévu, mais est-ce que... C'est ma décision. C'est votre décision. Bah. Mais est-ce qu'avec cette réduction, l'armée va pouvoir faire face à ses missions? On a besoin, et les armées elles-mêmes en avaient conscience, on avait besoin de réorganiser en profondeur. Trop de services, trop de duplications, on avait besoin de mutualiser, de mettre en commun, de supprimer des échelons intermédiaires. C'est tout l'effort qu'on a effectué avec un certain nombre de réorganisations en fermant des régiments et des bases aériennes que les armées souhaitaient voir fermées depuis des années et que Jacques Chirac avait bloquées quand nous sommes arrivés au pouvoir. La seule chose, c'est que ça ne va pas suffire. C'est-à-dire que le plan que j'ai, il faut que les militaires le sachent, très clairement, l'année prochaine, alors que nous n'aurons même pas fini ce plan-là, puisqu'il terminait en 2014, les armées vont vivre une nouvelle secousse extrêmement brutale. Sans parler des programmes qui vont glisser, comme on dit. Ils ne vont même pas glisser. Et là, il y a des décisions à prendre. Parce que vous ne pouvez pas simplement rester sur une réduction homothétique, ça c'est pas possible. Une question de Clément Soudaille, de Radio Notre-Dame. En Afghanistan, les soldats français sont en train de se retirer de manière anticipée ou accélérée. Ils étaient censés transmettre les rênes de leur action à l'armée afghane. Dimanche dernier, à Tagab, en Capissa, c'est à l'armée américaine que les Français ont passé le relais. Est-ce que c'est un échec? Est-ce que la mission n'est pas arrivée à son terme? C'est pas... Voilà, très clairement, il fallait en finir avec l'Afghanistan. Nous n'avons pas réussi à faire de ce pays un pays de paix, probablement parce qu'on a eu une vision trop ethnocentrée, si je puis me permettre cette expression, de la construction du nouvel État afghan. C'est un pays de fief, c'est un pays de féodalité, c'est un pays d'ethnie, et on a voulu bâtir un système occidental. Il aurait fallu au contraire bâtir un système qui soit propre à l'Afghanistan, on aurait eu beaucoup plus de chances de réussir. Tout n'a pas été négatif, hein, loin s'en faut, mais honnêtement, ce n'est pas un succès, et moi j'étais le premier à considérer qu'il fallait partir. Là encore, François Hollande nous a raconté des histoires en disant que tout le monde serait parti au 31 décembre, c'est pas possible. Mais la fameuse vallée de la Capissa n'a pas été pacifiée. Non, mais la Surobie l'a été, par exemple. Romain Masneau pour RCF. Est-ce que vous soutenez l'idée d'une intervention internationale au Mali et sous la houlette de qui? De la CEDEAO, par exemple, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest? C'est bien que ce soit une intervention africaine. J'ai simplement des doutes sur la capacité d'intervention, sur les choses telles qu'elles sont. Parce que le Conseil de sécurité est divisé aussi à cause des difficultés sur le terrain? Non, c'est pas ça, c'est que les États africains ont des armées extrêmement faibles, qu'il s'agit d'un espace plus grand que la France, que nous avons, même si nous les soutenons, nous avons des moyens très limités pour les soutenir, et qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Vous avez affaire à des forces qui sont extrêmement mobiles, construites en petites cellules, Katibat, et qui sont capables de pouvoir se déplacer d'un point à l'autre de cet immense espace sahélien. Et donc, honnêtement, je crains, même s'il faut le tenter, je crains que ça ne mène pas, franchement, que ça ne soit pas franchement un succès. Merci Hervé Morin. Nous arrivons au terme de cette émission. On pourra retrouver l'émission Face aux chrétiens sur KTO, bien sûr, sur Radio Notre-Dame et sur RCF, ainsi que sur les sites de KTO et du journal La Croix. La semaine prochaine, notre invité sera Malek Bouti, député socialiste de l'Essonne, ancien de SOS Racisme. Nous parlerons sans doute encore la semaine prochaine des problèmes de banlieue. Et puis on parlera peut-être, qui sait, de football, puisque, on le sait, Malek Bouti est un passionné de football. Moi aussi. Merci à tous.